Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RTV, bienvenue dans votre émission On en discute. Avec moi sur ce plateau, Mathias Leboeuf, philosophe, j'aurai monsieur Jamel Guessoum, patron de médias lui aussi en duplex d'Alger. Alors, Mathias Leboeuf, il se dit un tas de choses, on entend un tas de choses, et puis on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question. Est-ce que la parole xénophobe s'est libérée dans les médias français? Bonjour Nader, c'est une vague question, enfin c'est une grosse question, déjà parce qu'il faudrait qualifier ce qu'est la parole xénophobe. Dire par exemple que les Arabes sont des voleurs. Alors, là, vous faites référence à Michel Houellebecq. Absolument. Je pense qu'on va en parler dans un instant. La parole xénophobe, normalement, elle devrait pas se répandre puisque stricto sensu, elle est interdite. C'est-à-dire que tous les propos à caractère raciste, notamment, tombent sous le coup de la loi. Une chose est sûre, c'est que en France aujourd'hui, dans les médias, il y a une espèce de vague extrêmement conservatrice, premièrement, réactionnaire. Également. C'est vrai qu'on a eu, pardon Mathias, deux fois de suite, le parti d'extrême droite au second tour des élections présidentielles. Ouais. Oui, il y a même certains voient une sorte de révolution conservatrice et aujourd'hui les idées, ces idées conservatrices, réactionnaires, on a parlé depuis longtemps de la lepénisation des esprits et effectivement il semblerait que ce grand remplacement des idées, c'est-à-dire on remplace les idées humanistes et progressistes par des idées conservatrices et réactionnaires. Ça me semble être un mouvement de fond. Après, est-ce qu'il faut pour autant voir et diagnostiquer une parole xénophobe et raciste? Là, c'est plus compliqué parce que la question, c'est où commence la parole xénophobe et où commence la parole raciste. Et si c'est le cas, de toute façon, elle tombe sous le coup de la loi. Donc, certes, mais il y a eu, très peu de plaintes. Et n'est-ce pas parce que justement, il y a eu très peu de plaintes déposées que celle-ci, c'est quand même une ambiance. Il y a quand même une ambiance dans certains médias où les Noirs et les Maghrébins, ils s'en prennent des coups quand même. Oui, non, mais une chose est sûre, justement, que après, ça vient aussi, vous l'avez évoqué, au poids du Front National aujourd'hui, qui est devenu un parti extrêmement important en France, et qui du coup voit ses représentants légitimés. Ils sont rentrés dans le paysage, ils se sont banalisés, et leurs idées, effectivement, se diffusent. Il y a une sorte de normalisation bon teint de la parole. Alors moi, je parle au moins de la parole réac, et après, effectivement, la frange entre le réac et le xénophobe, voire même le raciste, parce que xénophobe et raciste, c'est deux choses quand même différentes. Effectivement, il y a une diffusion rampante. Et on est toujours à la limite, notamment sur certains médias, effectivement, qui sont des médias d'opinion et qui travaillent dans ce sens. Alors, quelle est votre appréciation, vous, de cette affaire Houellebecq, grand écrivain français? Enfin, quand je dis grand, c'est un jugement, après chacun pourra juger comme il l'entend. Mais grand, en tout cas, il est reconnu, populaire, reconnu, important. Moi reconnu personnellement, mais bon, c'est pas le problème. J'apprécie pas spécialement son écriture, mais effectivement, c'est un écrivain dont on parle, notamment pour le Nobel, éventuellement. Donc c'est un écrivain important. Mon appréciation, moi, en fait, ce qui me surprend énormément, en fait, c'est la nature du propos et la nature des réactions. Et je vais m'expliquer. La nature du propos. Alors le propos déjà. Le propos, mais je le trouve d'une bêtise, et je vais être un peu vulgaire, d'une connerie, parce que c'est d'une connerie absolue.
le propos, qui est un propos qui est tenu dans une discussion avec Michel Onfray, un autre grand penseur. Je suis un peu ironique là. Ouais, autre penseur. Le propos, c'est quoi? C'est de dire, c'est un propos de comptoir. Je vais même dire, c'est un propos de mec bourré à un comptoir. Ouais. Les musulmans, ils sont quand même, c'est des voleurs et c'est des agresseurs. C'est pitoyable. Ces gens qui sont sur le déclin de l'Occident, qui se lamentent sur le déclin de l'Occident, le déclin des valeurs de l'Occident, en fait, sont des poivreaux. Et dis donc, René, tu te rends compte, et Mohamed, il va te piquer ton portefeuille. On en est là, quoi. La défaite de la pensée, il l'incarne, mais alors d'une façon sublime. Et je suis extrêmement surpris de voir que personne ne relève ça, personne ne relève la bêtise, la vacuité, l'inanité de la pensée. Ça, c'est la première chose. Ouais. Moi, ça me stupéfait. C'est vraiment des propos qu'on bat, c'est bas du front, quoi. C'est vraiment. Gilles Deleuze disait, la bêtise, c'est la manière basse de penser. Et ben voilà, quoi. On y est. C'est vraiment une manière basse de penser, quoi. Les musulmans sont des voleurs et des agresseurs. Bon, il y a pas d'argument. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça, quoi. Et je suis surpris que les gens ne relèvent pas ça, que les médias ne relèvent pas ça, qu'on ne puisse pas ridiculiser ce propos. C'est là que pour moi ça devient intéressant. On peut le contredire tellement facilement. Je sais pas quelles sont les figures de musulmans. Je prends la première qui me vient à la tête, Zinedine Zidane. Est-ce que Zinedine Zidane est un voleur, un agresseur? Bon, alors là, comment dire, la dangerosité, puisque moi je suis philosophe, je suis journaliste et philosophe, mais je suis philosophe, c'est d'ontologiser justement le musulman. Le musulman est un voleur. Mais c'est repris dans les médias. Oui, c'est repris. C'est là que moi je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que Houellebecq disant cela dans un bar, là où est peut-être sa place, c'est une chose. Mais que des médias grand public viennent et relaient ce propos, je trouve que c'est très sérieux. Je trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter. Les médias sont une caisse de résonance, c'est-à-dire que les médias, quand quelqu'un comme Michel Houellebecq tient un propos de cette nature, forcément, on en parle. Alors, on en parle pour le relayer. Ce qui est surprenant, c'est pas que ce soit relayé, parce qu'encore une fois, Michel Houellebecq est, qu'on le veuille ou non, un personnage important dans le paysage littéraire, intellectuel du pays. Mais c'est qu'on le relaye sans comment dire, sans esprit critique, sans perspective, sans vis-à-vis. Ça, c'est effectivement très surprenant. Alors, justement, Jamel Guessoum, votre avis sur cette question? Alors bonjour et tout d'abord merci de cette invitation. Alors ce que j'aimerais dire par rapport à votre question, c'est que vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Soit on ne s'en préoccupe pas et auquel cas on peut prendre le risque de continuer à laisser faire ce type d'intervention et de mener vers des actions terroristes. Et ce qui a été le cas d'ailleurs de la personne en Suède qui avait fomenté un attentat contre non seulement une mosquée mais bien d'autres faits aussi, et également en France. Soit on décide d'ouvrir le débat. De ce point de vue, moi ce que j'aimerais dire, c'est que même si fondamentalement je suis assez à l'aise avec ce type d'attaque, j'aimerais dire que cela fait aussi le jeu de ceux qui veulent bien l'entendre, et en l'occurrence l'extrême droite. Donc il y a un questionnement qui doit être soulevé. Est-ce que l'on doit banaliser ou est-ce qu'on doit y répondre avec force? Alors il y a des déclarations de principe à avoir par rapport à ce type d'islamophobie, de racisme tout simplement. C'est de dénoncer de la manière la plus officielle. Je ne pense pas pour autant qu'il faille aller au-delà de ce type d'action symbolique, certes, mais tout à fait important. Mathias Leboeuf. Ça, concernant Houellebecq, donc judiciarisation, pour vous, c'est pas forcément la solution.
Non, moi je crois que alors il y a eu des dépôts de plainte, et puis il y a eu des retraits de plainte aussi, puisque et d'autres dépôts de plainte. Et d'autres dépôts de plainte, d'autres associations qui se sont. Et je crois justement que alors moi judiciariser et déposer plainte systématiquement, je crois pas que ce soit la bonne solution. Pourquoi? Parce que je crois déjà que c'est pas une solution efficace. Premièrement, pourquoi ne serait pas efficace, Mathias? Parce que ça va victimiser Michel Houellebecq, et ça va ne faire que renforcer cette espèce de parano, de censure, de on empêche la liberté d'expression, voilà, et que en plus dans les propos de Michel Houellebecq, encore une fois, qui sont d'une bêtise absolue, je suis pas sûr que l'incitation à la haine soit caractérisée. Donc, en plus, il risque de s'en sortir avec un non-lieu. Donc, c'est un gros risque. Parce que s'il s'en sort avec un non-lieu, on va dire « Ah ben voilà, j'ai raison ». Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, je suis un libertaire de gauche, mais je suis un libertaire. Et je crois que interdire et condamner, c'est vraiment en dernier ressort. Quand on a vraiment des propos qui sont des propos... D'accord, mais alors... Quelle serait la solution? Parce qu'il y a des gens, je vous le dis, il y a des gens en France, nos concitoyens, bien sûr, de confession musulmane ou pas, qui sont d'origine maghrébine, qui sont d'origine africaine, subsaharienne, qui en ont assez, qu'on les prenne pour des enfants, qui voudraient bien qu'on les regarde aussi comme des adultes responsables et citoyens, et qui entendent bien que la télévision, le propos change et devienne un peu plus, mais ne serait-ce que véridique. C'est-à-dire pas qu'on invente des choses qui n'existent pas, mais qu'on arrête de permettre de telles âneries, et des âneries qui peuvent se révéler dangereuses. Parce que ces gens-là ont une influence sur un certain public. Rappelons que 2 semaines avant les propos de Houellebecq, il y a quand même un type qui tue 3 personnes à la gare du Nord. Oui, mais si vous rentrez dans cette logique-là, c'est-à-dire que si vous rentrez dans une police de la parole ou dans une police de la pensée, alors il faut interdire tout propos qui dérange, il faut interdire... Non, tout propos haineux. Oui, mais pas tout propos qui dérange. Oui, mais c'est pas tout propos critique, c'est pas tout propos qui dérange, c'est pas tout propos qui revient sur des réalités. On voit bien la difficulté. Par exemple, quand vous avez un certain nombre de prêches dans les mosquées qui sont justement, non. J'espère bien qu'ils sont interdits quand ça vient aux oreilles des autorités, quand même. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Et encore une fois, sur des propos ouvertement haineux, appelant à la haine, ou des propos racistes, évidemment, ça, c'est le cadre de la loi. La loi, c'est des propos qui sont interdits et qui sont condamnables. La question, c'est des propos à la marge, à la frange. Et là, justement, pour revenir sur le propos de Michel Houellebecq, encore faut-il démontrer en quoi ces propos puissent, inciter à la haine, ce qui est loin d'être évident, parce que ce que dit Michel Houellebecq, indépendamment, encore une fois, de l'immense... généralement, Mathias, quand on entend dire tel type de gens sont des voleurs et des agresseurs, on les aime pas. On n'aime pas les voleurs et les agresseurs. Alors, on est d'accord. Vous mettez un point, c'est sûr, mais là, vous posez une vraie question. C'est-à-dire que Michel Houellebecq n'aime pas l'islam ou n'aime pas les musulmans, à l'extrême limite, c'est son droit. C'est son droit. Qu'il le formule dans les médias. C'est ce que disait Martin Luther King. Je vous demande pas de m'aimer, mais je vous demande de pas me flageller. Alors, je demande de pas entièrement d'accord. Et moi, je comprends très bien effectivement l'offense, mais justement sur la réaction à avoir, je crois déjà que
les musulmans auraient dû prendre la parole. Et j'ai vu passer quelques tribunes dans certains médias, mais plus clairement, il devrait en quelque sorte y avoir un espèce de droit de réponse, d'une certaine façon. Et puis, je vais prendre un exemple de réaction, parce que c'est un exemple qui me paraît emblématique, c'est celui du recteur de la mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, qui au départ a porté plainte, et puis qui est rentré en discussion avec Michel Houellebecq, et qui finalement a fini par retirer sa plainte, parce que je pense qu'il a bien compris que ça ne servait à rien, que c'était jeter de l'huile sur le feu, et que de toute façon, voilà, on peut pas faire taire, si vous voulez, comment dire, on peut pas bâillonner, ou alors c'est très dangereux. Mais ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire je crois que sa réaction est la bonne, parce qu'encore une fois, le propos est tellement pauvre qu'il n'est pas difficile à démonter. Et qu'il n'est pas difficile à ridiculiser. Mais mon cher Mathias, est-ce que c'est pas aussi... Alors, pour moi, c'est des propos dangereux. Au-delà d'être pauvres, ils sont pauvres, mais ils sont dangereux, parce qu'ils sont relayés. Et pourquoi ils sont dangereux? Alors, je vais vous donner l'exemple de gens, de fous furieux qui peuvent passer à l'acte. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre dangerosité à ces propos. C'est que des gens qui font partie de l'énergie française, qui peuvent apporter énormément à la France, décident, à force d'entendre de tels propos à la télévision, et à force de voir qu'ils ont tout de même du relais, ou des relais dans la vie quotidienne, eh bien, que ces personnes-là se décident de quitter le pays et d'aller voir ailleurs, où ils se sentiront peut-être mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit non plus de chasser des intelligences, de leur dire « quittez votre pays, allez vivre ailleurs ». Justement, Nader, mais ça se passe. L'intelligence, c'est de ne pas partir. L'intelligence, c'est de combattre. L'intelligence... Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de combattre, Mathias. Non, mais si des idées vous déplaisent, vous avez trois solutions. Soit vous essayez de les bâillonner. À mon avis, c'est jamais une bonne solution, parce que de toute façon, c'est pas. Soit vous essayez de les combattre, soit vous partez. Donc effectivement, il y a ces trois choix-là. Moi, encore une fois, je crois vraiment que l'enjeu, c'est de combattre ces idées et de pas. Voilà. Je voulais juste dire une autre chose, c'est que il faut quand même relever une chose, c'est que cette affaire Houellebecq, effectivement. Elle a été, il y a eu un écho très fort, mais il y a eu un écho très fort, pas sur toutes les chaînes, pas sur tous les médias. On a tous en tête, effectivement, il s'agit de la chaîne CNews, qui est une chaîne extrêmement conservatrice, réactionnaire, dirigée par Bolloré, qui fait partie du groupe Bolloré. Mais si vous écoutez France Info TV, si vous écoutez LCI, si vous écoutez BFM, l'affaire Houellebecq, ça a été une information où on dit voilà, il a donné cette interview, et on est passé à autre chose. C'est très important de faire la différence. C'est aussi l'écho que l'on donne à ça, et la chambre d'écho, et malheureusement, il y a un piège tendu, parce que il ne faut pas être les idiots utiles des propos de Michel Houellebecq, en leur accordant trop d'importance. Alors justement, Jamel Gessoum, est-ce que selon vous, le recteur de Paris a eu raison de porter plainte d'abord, parce que ça donne de l'écho, et puis ensuite, question évidemment de retirer cette plainte? Alors, merci pour cette question. Ce que j'aimerais là aussi en dire, c'est que le recteur de la mosquée de Paris s'est discrédité de plusieurs manières, et notamment en appelant à voter pour Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, à partir de la mosquée de Paris, ce qui avait soulevé le tollé de bon nombre d'Algériens, et même d'officiels algériens. Donc, de ce point de vue-là, le fait de porter plainte et de la retirer ensuite, il aurait mieux valu qu'il s'abstienne non seulement de déposer plainte, ce qui aurait évité cet affront supplémentaire, que de la retirer. Dans quel intérêt a-t-il
déposé plainte et dans quel intérêt l'a-t-il retiré? La question, la recherche d'explications irait plutôt dans ce sens-là, en tout état de cause. Moi, ce que j'en pense de la manière la plus claire et la plus limpide qui soit, c'est que le recteur de la mosquée de Paris n'a aucunement sa place. Un tollé s'est effectué au niveau aussi du pouvoir à Alger pour demander à ce qu'il soit non pas relevé de ses fonctions parce qu'il est payé par les deniers de l'État algérien. Ça, c'est important de le rappeler. Mais en tout état de cause, le recteur est inutile, est tout à fait inutile, non seulement dans la question des musulmans de France de manière générale, mais il est plutôt utile à l'État français qu'il sert de bien des manières. Donc selon vous, Mathias Leboeuf, faut regarder ailleurs. Faut pas entendre. Faut pas répéter. Non, pas du tout. Non. Alors, moi, je crois pas qu'il faut pas regarder ailleurs. Je crois pas qu'il faut pas répéter. Je crois qu'il faut combattre. Et qu'il faut combattre sur le terrain des idées. Et alors là, en plus, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous y croyez vraiment qu'on puisse... Moi, je suis tout à fait disposé à recevoir des gens de toute obédience, dès lors que, évidemment, ils respectent la loi et la bienséance, et la politesse, et les individus, de quelque philosophie à laquelle ils peuvent appartenir. Mais vous pensez vraiment qu'on peut convaincre des gens de revenir sur certaines idées lorsqu'ils sont à ce point extrémistes? Alors ça, c'est une vraie question, c'est comment on combat les idées d'extrême droite. Et alors moi là-dessus, j'ai une conviction, c'est pas ancré dans une science. Je crois que ramener des gens qui ont basculé dans l'extrême droite, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a ce seuil franchi, il y a une espèce de jouissance à être en plus d'appartenance et avoir une mission. Donc les propos de Michel Houellebecq ne vont faire que conforter ceux qui pensent déjà comme lui dans leur pensée. En revanche, quand on combat ces idées-là avec des arguments, on peut empêcher d'autres de basculer. D'accord. C'est du préventif, c'est créer une digue, mais la digue, c'est une digue intellectuelle, c'est-à-dire que, et là, en l'occurrence, encore une fois, les propos sont, moi j'ai Michel Houellebecq en face de moi demain, mais je rigole parce que c'est tellement ridicule ces propos-là. Vous savez, Nader, moi, en sortant du studio, je vais vérifier si j'ai bien mon portefeuille et ma montre, parce que peut-être que vous m'avez piqué, vous m'avez piqué l'heure, là, vous m'avez piqué ma montre. Je ne pourrais pas faire autre chose que cela. C'est tellement grotesque qu'on peut vraiment, sur ces propos-là, voilà, après, donc, il y a vraiment, et puis il y a tellement, on peut tellement facilement démontrer le contraire. Mais quand, par exemple, regardez, il y a une technique aussi. Vous voyez, dernièrement, je regardais l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Moi, il me fait rigoler, franchement. Et je trouve que, mais quand ça dérive vers des problèmes sociétaux, de la politique, évidemment, c'est aussi très intéressant. Mais quand, par exemple, il choisit d'inviter un militant d'extrême droite qui n'est pas connu. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il devient connu. Ça donne qu'il devient populaire. C'est-à-dire faire connaître. C'est comme si on accueillait un sombre révisionniste connu de personne, machin, etc. Et tout à coup, on l'accueille dans un grand média. Mais on a cette responsabilité tout de même. On fait que on aide les gens qui pourraient partager ces idées ou qui voudraient, ou par curiosité, que sais-je, à se dire, et puis voilà, on choisit finalement, au nom du buzz, très bien, merci beaucoup, mais on choisit quand même de donner, de contribuer à la popularité. Vous savez, vous avez, comment il s'appelle, Zemmour, qui participait beaucoup à l'émission au départ, On n'est pas couché. C'est bien ça. Oui, il était chroniqueur. Eh bien, Ruquier s'en était voulu, a dit oui, j'ai participé, il est vrai, j'ai participé à faire connaître, à rendre populaires les idées
d'Éric Zemmour. Oui, mais vous êtes déjà, premièrement, quand vous êtes vous êtes astreint à une pluralité, et il y a forcément une obligation de pluralité. Ça, c'est la première chose. Après, c'est bien regrettable, mais les gens qui appartiennent à cette sphère de la pensée réactionnaire, conservatrice ou d'extrême droite représentent quoi, 30%, 40% des Français. Donc, si vous voulez être représentatif, forcément, voilà. Moi, je participe à des plateaux où il y a des gens d'extrême droite et des gens du Rassemblement national. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et vous-même, vous avez dit que vous étiez prêt à recevoir des gens. Donc vous allez peut-être les mettre en valeur. Non, vous allez le propos. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur un plateau et se sent le droit de le dire, parce qu'à un moment donné, s'il le dit, c'est qu'il se sent le droit de le dire, que tels gens de telle communauté sont des voleurs, sont des agresseurs. Non, ça, moi, je ne l'accepterai pas sur un plateau. Non, mais je suis entièrement... Par contre, qui représente un parti qui a fait tant de pourcents à des élections et qui se tient... C'est pour ça que je parlais de politesse, de bienséance, mais évidemment, ça c'est ce dont vous parliez à raison, Mathias Leboeuf, c'est la pluralité, et puis, moi, ça me dérange pas du tout de parler à des gens qui sont réactionnaires, qui sont... Pas du tout, mais qu'il n'y ait pas l'insulte, enfin. On est encore des gens civilisés. L'insulte, effectivement, l'insulte et l'offense. Moi là-dessus, j'ai aucune tolérance. Et effectivement, sur le cas d'Hanouna, moi je regarde pas Hanouna parce que je le trouve insupportable, donc j'ai pas de référence sur Hanouna. Le risque. Justement, là vous pointez autre chose, c'est le risque de la recherche du buzz permanent et les médias courent après ça. Pourquoi? Parce que le scandale fait de l'audience et plus vous allez avoir des propos scandaleux, plus forcément ça va faire de l'audience. D'ailleurs, au passage, je crois savoir que Cyril Hanouna, pas forcément sur ces questions-là, mais a été rappelé à l'ordre par l'ARCOM aujourd'hui plusieurs fois. Donc effectivement, on est toujours à la limite. Il y a toujours. C'est un jeu alors, en fait. Non, c'est un jeu. Ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Pour les médias. Pour les médias, c'est pas un jeu. Pour les médias, c'est un modèle économique. Les médias ne connaissent qu'une chose, c'est l'audience. Premièrement. Ouais. Après, les médias ont censément aussi une obligation de pluralité. Ouais. Donc malheureusement, ces gens-là, moi, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas quand je suis devant ma télé d'entendre un type effectivement qui dit machin, les musulmans sont tous des terroristes en puissance ou les musulmans ne sont pas capables de s'assimiler. Je trouve ça en fait tellement consternant. Pareil, là c'était effectivement sur CNews, j'ai oublié le nom de ce chroniqueur, mais qui disait, qui s'est senti tout à fait le droit de dire les musulmans de la République, ils savent même pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est grave, ce propos-là est grave, effectivement, et dramatique. Les musulmans. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'indignation et de contradiction. C'est ça qui est terrible. Après, ce genre de propos-là, ça me paraît tomber pour le coup sous le coup de la loi. C'est-à-dire que si c'est des propos qui ont été tenus à l'antenne, normalement, il y a quand même un cadre juridique. On n'est pas aux États-Unis où tout peut se dire. On est en France, il y a quand même un cadre qui est censé délimiter. Est-ce qu'il faut renforcer ce cadre? Le débat peut être ouvert. Souci, si vous voulez... Je pense qu'il faut, pour le bien commun, très clairement, à un moment donné, ce qui prime avant tout, c'est le bien commun. Et pour le bien commun, je pense qu'il faut renforcer ce cadre. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que vous avez une différence à faire aussi, c'est-à-dire que pour Houellebecq, c'est des propos qui ont été tenus non pas à la télévision, mais dans une revue qui est une revue privée et qu'on est libre de ne pas acheter et qu'on est libre de ne pas lire. Donc ça joue aussi. Où est tenu le propos, voilà. Mais encore une fois, le risque,
c'est d'opérer une police de la pensée et de comment dire de victimiser et de renforcer ces propos-là. Moi, je crois qu'il faut les combattre pied à pied sur la base d'arguments. Il faut sanctionner fortement et très fermement quand il y a des dérapages qui sont des dérapages évidents, objectifs, quand ça va trop loin, c'est-à-dire que quand il y a vraiment une incitation à la haine ou des propos dangereux, là il y a pas à tortiller. Et puis après arriver à comment dire en fait les propos du type de Houellebecq m'étonnent pas plus que ça, parce que il n'en est pas à son premier coup d'essai d'ailleurs. Non mais vous savez ce qui est terrible, c'est pas les propos de Houellebecq, c'est qu'il y a des tas de gens qui pensent ça. C'est ça qui est terrible aujourd'hui en France. Il y a des tas de gens qui... Vous savez ce qui est terrible aussi, c'est que vous savez, on a une culture littéraire en France. La France, elle est connue pour beaucoup de choses et aussi par sa littérature. Et les grands hommes de lettres français ont souvent été des phares, c'est-à-dire des gens qui voyaient au-delà de ce que le peuple voit et qui montraient un peu la voie et qui étaient même en avance sur des combats. Et là, Houellebecq, c'est justement tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, vous venez de le dire, quand un tas de gens pensent ça, et ben voilà, c'est ça maintenant, l'écrivain français, c'est quelqu'un qui dit ce qu'un tas de gens pensent. Alors, je crois qu'il ne faut pas ontologiser non plus l'écrivain français. Mais vous avez raison sur un point. Ce qui est étonnant, c'est que c'est l'atonie des gens qui sont en face. C'est-à-dire que heureusement que l'esprit français ne se résume pas aujourd'hui à Houellebecq et Michel Onfray. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est ça qu'il faut défendre. Bien sûr, ne pensez-vous pas, que Houellebecq en veut à l'islam aussi parce que l'islam interdit l'alcool? Je sais pas. Encore une fois, si vous voulez, Houellebecq, d'ailleurs, dans l'interview, où je crois que c'est suite à la discussion avec le recteur de la mosquée de Paris, il avoue assez clairement ne pas aimer la religion de l'islam. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'alcool ou pas. Je pense pas. Il avait déjà, comment dire, eu un propos en disant qu'il considérait que l'islam était la religion la plus con du monde. Mais si vous voulez, ça, à la limite, ça relève. Oui, c'est une opinion, mais ça relève bas de gamme de chez bas de gamme. Ça relève de la liberté de penser. Absolument. C'est-à-dire que bon, voilà, on peut ne pas apprécier une religion. Bon, je pense que les croyants de cette religion devraient traiter ça au mieux avec le mépris, au pire aller sur le combat des idées. Encore une fois, c'est tellement facile de démontrer le contraire du propos, c'est-à-dire montrer que non, mais enfin en même temps c'est terrible d'avoir à le faire parce que effectivement il faudrait arriver, Mais moi je commence à me poser la question, est-ce qu'on a des je pose une question ensuite à Jamel Guessou, mais est-ce qu'on a aujourd'hui à la télévision, est-ce qu'on a des penseurs ou est-ce qu'on a des idéologues? Parce que c'est pas du tout la même chose, l'idéologue n'a jamais tort. Il y a beaucoup. Alors après, encore une fois, Jamel Guessou, juste, est-ce que vous accepteriez vous de discuter sur un plateau avec des gens d'extrême droite? Alors, je me sens bien évidemment le premier concerné par votre question, puisque j'ai été le premier média à avoir invité Jordan Bardella lorsqu'il avait 18 ans. Je l'avais invité dans mon média. Donc, partant de cela, je dirais que oui, non seulement il faut ouvrir le débat, même avec l'extrême droite, parce que deux postures
sont à évaluer. La première, c'est de, je dirais entre parenthèses, boycotter l'échange avec l'extrême droite, ce qui aurait pour effet d'alimenter la puissance de l'extrême droite. Soit nous acceptons et nous invitons au débat avec l'extrême droite, et moi j'en suis tout à fait favorable, parce que il y a deux choses. Soit on est spectateur d'un match, et dans ces cas-là on n'est pas joueur, on n'a rien à dire, soit on décide de porter le maillot et de descendre dans le stade et de jouer dans la cour des grands. Et de ce point de vue, j'ai envie de dire qu'il est absolument nécessaire de créer le débat, abstraction faite évidemment des oppositions frontales dans le concept même de l'humanisme, mais il est absolument nécessaire d'ouvrir le débat, de recevoir des personnes de l'extrême droite, Éric Zemmour y compris, et de permettre en tout cas aux Françaises et aux Français d'avoir deux points de vue sur un même plateau, sur une même enceinte, dans une même enceinte. Et donc il est très très important de conserver à l'idée que ce n'est pas en fuyant le terrain qu'on gagne le match. Mathias. Oui, moi la réponse est simple, c'est que je fais pas mal de plateaux, et notamment quelqu'un qui tient des propos comme cela. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que évidemment, quelqu'un qui tient des propos clairement offensants, il y a tout de suite une levée de bouclier. Mais discuter avec des gens d'extrême droite, j'ai envie de dire, on est bien obligé de le faire. Oui, mais j'allais vous dire, on le fait tous. Mais ça dépend de... on a tous nos limites aussi. Mais est-ce qu'on a des idéologues ou des penseurs aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un vrai travail d'influence. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que, et d'ailleurs, le déclin, ces gens, c'est ça l'ironie du sort, c'est que ces gens qui comment dire, stipulent et qui déplorent le déclin de l'Occident ne font que singer ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 10 ans, c'est-à-dire ces espèces de lobbies conservateurs, extrêmement réactionnaires, effectivement qui travaillent en termes d'idéologie, et on est en plein dedans. Je ne vais pas donner des noms, c'est très clair, notamment effectivement sur cette chaîne CNews, où l'on voit qu'il y a un travail cohérent, convergent d'idéologie conservatrice, réactionnaire. Mais c'est clair. La parole, par exemple, d'un Éric Zemmour lors de cette campagne présidentielle, allait bien au-delà de ce qu'on pouvait entendre de la bouche de représentants du Front National puis du Rassemblement National. Donc on a passé tout de même un cap. Et à force d'accepter, de tolérer, de dire c'est la pluralité, de trouver des... Bien sûr qu'il y a la loi, évidemment. Mais on passe un cap. Oui, il y a un glissement. On est passé je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan politique de la droite décomplexée, ouais, à l'extrême droite décomplexée. Exactement. Donc voilà, et la droite aujourd'hui est un peu phagocytée, la droite républicaine a du mal à trouver ses marques, parce qu'effectivement, il y a très clairement un basculement sur des thèses d'extrême droite. Bon, et la lepénisation des esprits, effectivement, elle a eu lieu. Alors Zemmour est encore plus à droite que... Alors après, quand on connaît bien l'extrême droite, dans l'extrême droite, il y a les identitaires, il y a les souverainistes, il y a des tas de nébuleuses et de tendances là aussi. Il faudrait rentrer dans... On peut être souverainiste sans être... Sans être d'extrême droite, oui. Le souverainisme, c'est une vraie question, c'est extrêmement intéressant. Peut-être d'ailleurs si un jour vous faites une émission. La grande question, c'est comment arriver aujourd'hui à être souverainiste sans être réactionnaire et passéiste. Parce que moi, ce que je dis en général sous la plume de souverainiste, et je pense que la question de la souveraineté nationale aujourd'hui est vraiment posée par le néolibéralisme et puis les GAFA dont le pouvoir se substitue aux États. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir des États est de plus en plus morcelé, gangréné et appauvri par la puissance de ces sociétés. Mais comment répondre à ça sans être, encore une fois, réactionnaire et passéiste, c'est très compliqué. Parce que
moi, quand je lis les propos de souverainistes, en général, il y a quand même une très forte... non, c'est pas ça, c'est qu'on est sous Pompidou, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Donc, bon, voilà, ça sert à rien de fantasmer sur l'âge d'or des années 70, où la France était souveraine, où la globalisation n'était pas là. Et comment trouvez-vous un peu la réaction des gens, toujours quant à cette question de la parole xénophobe ou raciste qui s'est libérée ou qui se serait libérée, vous voyez, j'essaie de prendre des pincettes, dans certains médias français, voilà, pour ne pas dire les médias, parce que vous avez raison, c'est pas vrai, c'est pas les médias, c'est certains médias, sauf que ces certains médias-là sont assez populaires. Comment vous trouvez la réponse d'en face, si je puis dire? C'est ce que je vous disais, je la trouve très faible. Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce... Ce ne sont pas ces médias qui choisissent de ne pas inviter des gens qui pourraient répondre de manière un peu plus forte? Ouais, mais il y a pas que ça. Non, bon, alors, encore une fois, ces médias-là normalement sont censés avoir. D'ailleurs, il y a pas que la télévision. Il y a les médias papier aussi. Les radios. Si on prend les radios, les médias papier, il y a toute une galaxie assez organisée et assez convergente. Voilà. Et moi, j'ai participé à des débats. Sur CNews, c'est-à-dire que le camp d'en face, c'est le camp des bien-pensants. Donc moi, forcément, quand on est de gauche et qu'on est un peu humaniste, on est considéré comme étant un bien-pensant. Oui, alors c'est devenu un gros mot. C'est devenu bien-pensant. Mais c'est pareil. Faudrait mal penser peut-être. C'est ça. C'est devenu une espèce de tarte à la crème. Ouais. Mais effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est encore une fois l'atonie et l'absence de réaction forte entre guillemets du camp d'en face, quoi. Ouais. Ça me surprend. Alors ça, c'est quand même intéressant. Il faut relativiser, c'est-à-dire que en fait, je crois vraiment que, vous voyez, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'accorder énormément d'espace au bruit. Et ces news, ces médias-là font du bruit, beaucoup de bruit. On a le philosophe là mais oui, ouais, et plus on accorde de l'espace au bruit, plus on le propage. Donc il y a des tas d'autres médias qui sont éminemment respectables, qui d'ailleurs ouvrent leurs idées, ouvrent leurs pages à des idées qui ne sont pas forcément des idées qui sont les leurs, le buzz, le scandale, le tapage, ça fait jamais rien de bon, ça, de toute façon. Alors effectivement, aujourd'hui, en fait, vous savez, vous avez deux blocs. Ouais. Aujourd'hui. Et c'est ces deux blocs qui font du bruit, qui tapent sur la gamelle. Vous avez d'une part le bloc effectivement conservateur, réactionnaire, extrême droite, et puis en face vous avez toute la galaxie woke. Alors ça parle. On en parle aussi. Et là c'est pareil, si vous voulez, c'est une minorité infime qui fait beaucoup de bruit et qui est effectivement nuisible. Bon, et cette stratégie, c'est la stratégie du bruit. Plus on fait de bruit, plus on existe. Et la question, c'est comment répondre à ça. Et comme par exemple, dernière question, Mathias Leboeuf, vous avez aussi entendu la polémique sur le film Les Tirailleurs d'Omar Sy. Là, tout de même, on peut, tous les Français, de quelque horizon qu'ils puissent venir, s'accorder sur l'idée que c'est un film intéressant, que c'est une histoire qui appartient à la France, que voilà. Mais vous trouvez malgré cela des gens qui vont vous expliquer que non, que c'est... Et on sort plus. Oui, c'est même pas ça. C'est que sur cette question-là, et c'est justement, ça montre bien le symptôme de le propos de Omar Sy
sur les guerres, qui n'est même pas d'ailleurs sur le film Tirailleurs. Omar Sy dit quoi en substance? Il dit bah oui, effectivement, toutes les guerres ne sont pas traitées de la même façon. Quand c'est des guerres qui sont proches, on y accorde énormément plus d'importance que ce sont des guerres qui sont lointaines, et notamment en Afrique. Et il dit, moi, je suis africain, la guerre en Afrique, je l'ai toujours connue depuis que je suis enfant. C'est factuellement indéniable. C'est-à-dire, qui se soucie aujourd'hui de ce qui se passe au Soudan, qui se soucie même de ce qui se passe au Mali. On s'en fout. Et là, justement, cette galaxie s'empare immédiatement. Vous savez, mais c'est exactement ça. Les chiens qu'on arrache ne demandent qu'à mordre. C'est d'autant plus cela parce que, et pour conclure là-dessus, c'est que ces mêmes qui défendent la liberté d'expression, quand il s'agit de Houellebecq, condamnent la liberté d'expression d'Omar Sy. Bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la même chose. Et encore une fois, moi je suis philosophe et je pense qu'il faut absolument combattre sur la base d'arguments. Alors on peut mettre plusieurs types d'arguments et faire primer la raison et l'argument. Non pas, encore une fois, pour ramener ceux qui ont basculé, parce que ceux qui ont basculé, ils ont une telle jouissance. Ils ont une telle jouissance à dire, ah ben oui, René, reconnais-le, les musulmans, tiens, regarde, les petites racailles là, qui fument, voilà, comme si les petites racailles qui vendaient du shit dans les bars d'HLM, c'était tous les musulmans. Mais donc, ceux-là ont une jouissance pleine de leur décomplexion, justement. Mais encore une fois, les arguments, développer les arguments, montrer que c'est faux, ça permet aux autres de ne pas basculer, quoi. Mathias Leboeuf, merci. C'est moi. Jamel Gessoum, merci et au plaisir de vous recevoir la prochaine fois sur le plateau, en compagnie de nos invités. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV. Au revoir.